bonjour. Merci beaucoup de réaliser cette interview pour la filière Marie. On voulait parler de déficit en anticorps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience et ce que vous avez pu voir au congrès concernant les déficits sélectifs en anticorps antipolysaccharides? Merci pour la question. Ouais, on est ravis de pouvoir participer à cette démarche de Marie et de vous présenter un petit peu les travaux présentés à l'ESID, donc à Marseille, sur les déficits sélectifs de réponse aux antigènes polysaccharidiques, qui est une thématique un peu lilloise. On a amené deux travaux aujourd'hui présentés par Nicolas Perrard en poster, et notamment la série lilloise de patients SPAD, donc le déficit sélectif de réponse aux antigènes polysaccharidiques. Alors on avait déjà publié sur pas mal de ces patients. Là, ce qu'on amène comme nouvelle donnée, c'est un suivi à long terme. On a maintenant 5 ans de suivi en moyenne pour la plupart de nos patients. Et donc ça permet d'affiner, de valider des stratégies à la fois diagnostiques et de prise en charge. Alors bien sûr, on est sur du rétrospectif, on n'est pas sur une cohorte avec des recueils de données qui ont été faits de manière très timée en prospectif. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a différents groupes de patients. On a des patients qu'on avait diagnostiqués après une seule infection sévère à bactéries encapsulées. Et au final, ces patients qu'on n'a pas substitués, qu'on a juste vaccinés, qu'on a juste éduqués sur le risque infectieux, on ne les a pas revus après en hospitalisation. Ils ne reprenaient pas des antibiotiques à répétition pour d'autres infections. Donc finalement, ce groupe de malades, on va commencer à le mettre un petit peu à part. Et aujourd'hui, on préconise finalement de peut-être plus les dépister pour ce diagnostic de SPAD. Bien sûr, on va rechercher toutes les causes locales et les autres déficits immunitaires, mais on commence à les mettre de côté. C'est un peu le premier message de ce travail présenté par Nicolas. Le deuxième, c'est qu'il y a tous les autres patients qui, eux, présentaient des infections récurrentes. Alors c'est ORL, bronchopulmonaire et bactérienne, bien sûr, c'est un déficit qui expose qu'aux infections bactériennes, parfois à des infections graves associées, parfois à des bronchiectasies, des dilatations de bronches. Donc là, on rentre quand même dans une autre catégorie. Et donc, tous les patients n'ont pas reçu de prophylaxie. Beaucoup ont reçu de l'azithromycine avec des résultats, on va dire, mitigés, à visée anti-inflammatoire pour la muqueuse respiratoire. Et puis, 22 d'entre eux, au final, ont reçu des immunoglobulines parce qu'ils avaient des infections qui étaient très fréquentes, parfois des infections graves associées, des pneumopathies graves, des méningites, etc. Ou bien la dilatation de bronches. Et là, chez ces patients, clairement, on a 5 ans de recul et on voit que tous les patients substitués ont été améliorés, ont beaucoup moins ou quasiment plus d'infections et on n'a pas eu de nouvelles infections graves. Par contre, on a des patients qui avaient arrêté leur traitement ou qui ont voulu diminuer les doses pour des raisons de tolérance. Ceux-là ont refait des infections et pas les autres. Donc globalement, on est assez satisfait de ce message qui dit que bien sûr, il faut chercher ce diagnostic et ensuite derrière, il y a un impact thérapeutique sur les patients les plus graves. Donc c'est ce qu'amène ce travail avec un recul maintenant de 5 ans post-diagnostic. J'avais une autre question sur les allergies aux IgA lors de la supplémentation en immunoglobulines. Quelle est aujourd'hui la place de cette pathologie et quelle est l'implication pour les patients et leur prise en charge? Alors en fait, on s'est intéressé à ce sujet à Lille parce qu'on a lancé un autre projet sur des préparations enrichies en IgA et en IgM. Ça, j'y reviendrai peut-être après. Mais du coup, ça a posé une question. C'était quid de ces allergies, avec plein de guillemets, aux IgA, donc quelque chose qu'on répète depuis que les immunoglobulines existent finalement. Et donc, on s'est questionné un petit peu sur d'où venait ce concept d'allergie aux IgA, alors que c'est des IgG anti-IgA qui sont mises au cœur du problème, pas des IgE. C'est clairement pas de l'anaphylaxie. On est sur des réactions d'hypersensibilité retardées, en fait, que maintenant les allergologues décrivent comme non allergiques, à l'instar d'autres produits où en fait on a des effets secondaires dès la première exposition aux médicaments. Et puis les effets secondaires s'estompent au fur et à mesure de l'exposition aux médicaments. Ça, c'est ce qu'on appelle le CARPA syndrome. C'est donc attribué à une activation du complément avec d'autres médicaments. Et finalement, il y a une manière très logique, avec un produit qui contient des IgG, eh bien, on a bien montré, et ça c'est le travail d'Aurore Collet qui a été présenté en poster également, eh bien, qu'on a une activation du complément après la perfusion chez les patients, avec ou sans déficit immunitaire, de manière très logique. Ces IgG activent le complément, C3, C4, CH50 qui baissent, le C5b9 qui augmente, la fraction B qui augmente. Donc en fait, on a juste montré, on n'a pas démontré, mais en tout cas on a vu qu'il y avait bien une activation du complément. Et donc ça fait sens par rapport à ce qui était décrit dans ce CARPA syndrome, qui en fait complémente activité de related symptoms. Et bien ce CARPA syndrome, eh bien c'est de la pseudo-allergie, et donc en fait on observe exactement ça avec les immunoglobulines depuis toujours. Et là on a peut-être une explication qui est beaucoup plus sensée que l'allergie aux IgA, médiée ou pas par ces IgG, peu importe. Et puis surtout on a montré, mais ce qu'on sait tous déjà, que les effets secondaires des immunoglobulines ne sont pas liés à la présence de ces IgG anti-IgA. On peut faire des effets secondaires sans, donc vraiment la relation de cause à effet, elle est probablement nulle. La relevance clinique de ce dosage est probablement très faible, voire nulle. Bien sûr, il y aura peut-être des exceptions, mais globalement, il faut en revenir. Okay. Et donc, on a fait tout ce travail.
Parce que justement, on s'est dit que dans les préparations d'immunoglobulines conventionnelles, il n'y avait pas d'IgA, il n'y avait pas d'IgM. Et là, il y a un fort consensus quand même des immunologistes qui font du déficit immunitaire pour dire que c'est une perte de chance pour les patients. Des ICV, des patients qui ont des agamas, etc., qui continuent à faire des infections ORL, bronchopulmonaires, alors qu'ils sont bien substitués avec des taux résiduels IgG à 8 grammes, 10 grammes. Finalement, tout le monde dit, bah oui, mais les bronchiectasies continuent de progresser, ils continuent de s'infecter, on a des infections problématiques qui sont malheureusement pas couvertes par les immunoglobulines. Et donc on s'est dit, on va essayer ces préparations enrichies en IgA et en IgM, qui existent depuis 25 ans, qui sont proposés dans le sepsis dans certains pays, pas d'AMM en France. Et donc on a monté un protocole d'utilisation temporaire avec accès compassionnel, donc quelque chose de très protocolé, validé par la NSM, et des critères d'octroi, qui sont un peu l'équivalent des critères d'éligibilité pour un essai. Et donc on a mis aujourd'hui une quinzaine de patients avec des déficits immunitaires primitifs en France, tous très graves, l'ADDB, des entéropathies sévères, des pneumopathies, des infections ORL qui persistaient malgré le traitement substitutif. Et on les a mis sous ce produit qui s'appelle Pentaglobin. Et globalement, aujourd'hui, du fait de la gravité des patients, on n'a pas des résultats waouh. On a des patients qui vont mieux, surtout sur les atteintes respiratoires. Avec bien sûr des exceptions, on a des patients qui ont encore fait des bronchites après ou des sinusites, mais quand même globalement l'impression des docteurs c'est qu'il y a une amélioration des infections respiratoires. C'est trop tôt pour en tirer des conclusions, on est sur une petite population de patients, là on a des données pour 10 pour l'instant, on va colliger les données pour arriver à une quinzaine de patients pour publier ça très rapidement. Et après sur les infections digestives, on comptait beaucoup sur les giardiases, sur les virus entériques, etc. Là les résultats sont plus mitigés. Probablement parce que c'est trop tôt pour juger d'un bénéfice, probablement aussi parce que le répertoire anticorps n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace vis-à-vis de ces pathogènes. Certainement que c'est des causes beaucoup plus complexes liées au tube digestif lui-même, à l'immunité locale, en plus du déficit en anticorps, et que en quelques semaines ou quelques mois de traitement, on n'a pas vu de bénéfice, en tout cas sur ces infections très particulières, très graves, et qui sont responsables de vraiment un fort handicap chez ces patients, un motif d'hospitalisation fréquent. Donc on doit encore affiner. Mais en tout cas, le message principal, c'est qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires graves, aucun. Il y a eu des effets secondaires aussi, mais comme avec les autres immunoglobulines, voilà, finalement l'activation du complément certainement aussi, a fortiori avec des IgM. Et donc maintenant, c'est le début de l'histoire plutôt que aujourd'hui quelque chose qu'on va arrêter, on va continuer pour essayer d'affiner un petit peu la stratégie de traitement, choisir les bons patients et puis vraiment choisir les bons critères de jugement aussi d'efficacité en fonction de la problématique infectieuse du patient.